Bonjour, c'est la Truelle au bout du fil. Bonjour à tous, vous écoutez le premier podcast La Truelle au bout du fil, un podcast proposé par le groupement archéologique lillois, que vous devez connaître plutôt par le Gaulle. Je m'appelle Célia Grigaud et je serai la présentatrice de cette première édition. Il a pour but de mettre en avant les étudiants en master, doctorat et leurs sujets. Nous accueillons aujourd'hui Timothée Renaud, ancien étudiant de l'Université de Lille, mais également membre du journal ActuGaulle. Bonjour Timothée. Bonjour. Tu as réalisé 2 sujets en te concentrant majoritairement sur les représentations d'Athéna. Tu pourrais nous en dire un peu plus ? C'est tout à fait ça. En Master 1, j'ai fait un sujet qui s'appelait les représentations d'Athéna dans l'iconographie du mythe de Persée. C'est-à-dire j'ai réuni un petit corpus d'une 20aine de vases et j'ai fait des séries entre elles pour voir ce qui correspondait ou non dans ces représentations. Et il y a eu une 30aine de pages écrites sur mes observations. Et en Master 2, j'ai fait un autre sujet puisque j'ai terminé le sujet que j'avais en Master 1, ce qui n'est pas habituel à l'université notamment. Normalement, c'est plus un sujet en 2 ans. Et donc en M2, je suis parti sur l'Athéna armée à Athènes au 5e siècle avant notre ère. Et il fallait juste voir avec tous les troupes du 5e siècle avant notre ère, donc comment l'image d'Athéna elle évolue, avec les guerres médiques notamment, ce qu'on appelle l'essor de la démocratie athénienne, la reconstruction d'Athènes et la guerre du Péloponnèse. Et juste rappeler que Athéna c'est la déesse de la sagesse, de la stratégie, mais aussi des tisserands, des artisans, et de pas mal d'autres choses en fonction des épiclèses. Épiclèse, ce qu'il y a après le nom des dieux, des fois, comme Athéna Promakos, qui veut dire en avant, un mot ajouté après le nom du dieu, donc pour montrer la fonction qu'il occupe. Et sachant que pour les Grecs, des choses comme Athéna Promakos ou Athéna Polias, ça fait que c'est pas le même dieu, mais plusieurs dieux différents. D'accord. Donc la thématique de ton mémoire, elle était réfléchie à l'avance ou c'était un sujet de ta directrice ? C'est plutôt moi qui l'ai choisi. Ça a été les deux, on va dire. Parce que j'ai fait une année blanche après ma licence 3 et juste avant le master 1, où j'ai beaucoup discuté avec différents profs. J'ai notamment discuté avec un prof à Nantes pour faire quelque chose autour de l'Odyssée d'Ulysse au cinéma, en histoire, ce qui n'avait rien à voir avec l'archéologie. J'ai discuté avec un autre professeur après avoir lu un de ses livres. Je lui ai envoyé un petit mail. Et on a décidé d'un projet très rapidement, une semaine, sur de l'archéo numérique à Lyon. Et puis, il y a aussi le fait que je voulais faire des fouilles en Grèce, puisque c'était le monde grec qui m'intéressait. Donc j'ai envoyé un mail à l'école française d'Athènes, tout simplement, en expliquant un peu mes ambitions, ce que j'aimais, et elle m'a redirigé vers Sandrine Hubert, qui est professeure ici. Et on a commencé à discuter par mail, par visio. Je lui ai dit ce que j'aimais dans la mythologie, et puis elle, son truc, c'est Athéna. Donc, on s'est très vite dirigé sur les représentations d'Athéna. Et quels étaient les objectifs de ton mémoire ? Les objectifs, c'était de comprendre l'évolution iconographique d'Athéna en armes au 5e siècle avant notre ère. Dans le Master 2, parce que le Master 1, il y avait, comme j'ai dit plus tôt, pas vraiment d'objectif. C'était plus faire un petit corpus et voir ce qui en sortait. Et donc en Master 2, dès le début d'année, on est parti un peu dans la continuité du sujet, mais avec plus ce que j'appellerais un vrai sujet, qui était donc l'Athéna en armes à Athènes au 5e siècle avant notre ère. Le M1 m'a servi de rodage, on va dire, pour décrire des figures et repérer l'Athéna, et c'est en M2 qu'il y avait vraiment un vrai travail de fond sur le sujet. Et donc les objectifs, c'était de déchiffrer toutes les variations stylistiques des représentations de la déesse, ainsi que ses différentes postures, ses objets attributs qui sont présents. Par objet attribut, j'entends lance, bouclier, casque, et la façon dont ils varient. Donc voir comment tout ça change en fonction des contextes historiques et politiques. Et les autres objectifs, c'était aussi d'examiner les enjeux culturels, religieux et politiques autour de l'image d'Athéna en armes, pour montrer que c'était une figure religieuse, mais aussi un outil de propagande politique. Donc ton sujet devait être assez complet. Oui. Quelle a été ta méthodologie de recherche ? Je veux dire par là, au niveau de tes sources, par exemple. Ok. J'en ai longtemps discuté avec Sandrine. Je dis Sandrine, pardon. Mais j'ai adopté une approche assez multidisciplinaire.
De l'expérience du M1, en fait, j'ai beaucoup consulté des sources comme le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, qui est un gros livre pour tout ce qui est mythologie grecque et représentation. Ça compile tout avec des images et du texte. Aussi les archives Bisley, qui est un site internet qui compile toutes les archives des musées. Et puis aussi bien sûr des collections de musées comme le Louvre, le British Museum, le musée de l'Acropole. Et avec tout ça, j'en ai sélectionné environ 80. Donc des peintures sur vase, des sculptures, des reliefs, des monnaies, etc. Et j'ai structuré mon analyse autour de 2 axes principaux. On va dire l'Athéna Promachos classique, donc la déesse guerrière en action, plutôt offensive, et donc les variations de cette Athéna, où l'aspect martial il est progressivement adouci ou différent, où on a plus l'impression de regarder une déesse qui est plus sage, qui protège, ou qui est plus dans la paix et qui est pas dans l'attaque pure. Et donc, pour chaque exemple choisi, j'ai réalisé donc une analyse descriptive détaillée avec une certaine rigueur dans tout ce qui est posture, objet, attribut, une façon de décrire aussi, décrire le personnage de haut en bas et les scènes de gauche à droite. Et puis après, à ces descriptions, je faisais une interprétation plus large en lien avec les enjeux historiques de la période et la vie quotidienne des Athéniens. Et j'ai aussi essayé de beaucoup contextualiser en abordant les légendes quand j'en parlais. Comme je disais à mes profs, j'ai voulu expliquer ce qu'étaient les différentes légendes parce que je suis parti dans une démarche de vulgarisation en imaginant qu'il n'y aurait pas qu'un jury qualifié qui lisait. Et donc j'ai essayé de rendre ça assez accessible à un public plus large, qui était ma famille en l'occurrence, plus que d'autres choses. Et donc tout d'abord j'ai parlé de l'Athéna Promachos, ses origines avec le Palladion, l'influence monumentale que la statue d'Athéna Promachos de Phidias a eue, qui a été érigée sur l'Acropole entre moins 460 et moins 450. Donc une statue de 9 mètres de haut qui représentait la déesse et qui était visible depuis le port. Donc quelque chose d'assez important qui a eu un impact énorme dans les représentations ultérieures d'Athéna, notamment sur tous les vases, les reliefs, et même sur les monnaies romaines 400 ans plus tard, on retrouvait encore cette Athéna. Et puis ensuite, je me suis attardé sur les variations. Donc, où elle est toujours armée, mais plus tournée vers autre chose. Donc, on la voit notamment avec des animaux, avec des artisans, donc d'autres aspects de l'Athéna. Et oui, dire aussi que d'une manière générale, tout au long du mémoire, on voit que cette Athéna en tant que déesse guerrière, elle a pris une place centrale dans l'iconographie athénienne au 5e siècle avant notre ère, mais qu'au fur et à mesure que le siècle avance, les représentations sont de plus en plus majestueuses, l'aspect guerrier est relégué au second plan pour mettre en avant une Athéna plus pacifique et protectrice. Et donc tout ça, c'est dû à l'évolution politique de la cité athénienne. Et dans le dernier axe, je me suis concentré sur la dimension religieuse et les enjeux politiques de la figure d'Athéna en armes. Donc un axe qui me semblait important et que j'ai rajouté à la fin, parce que je voulais pas faire que de l'analyse d'images, comme j'avais fait dans les 2 premiers axes. Et donc c'est pourquoi j'ai abordé un peu tout ce qui était rituel pour honorer la déesse, la frise du Parthénon qui souligne l'interconnexion entre la piété religieuse et l'identité civique, où les dieux immortels sont représentés ensemble pour renforcer l'idée que la protection divine soutient la grandeur d'Athènes. Ça, c'était une idée que j'ai beaucoup montrée. Et que donc, au-delà de cet aspect religieux, cette image, elle a aussi utilisée de manière politique par les dirigeants athéniens, où la déesse, en tant que figure martiale, elle incarnait la puissance militaire de la cité. Et ça a permis à de nombreux dirigeants d'utiliser cette figure pour justifier la domination de la cité, notamment à travers la Ligue de Délos pendant la guerre du Péloponnèse, la reconstruction de l'Acropole. Et qu'on a eu un impérialisme athénien assez impitoyable qui s'est mis en place, qui n'hésitait pas à envoyer ses armées pacifier ceux qui obéissaient pas et qui faisaient payer des tribus gigantesques aux autres cités alliées. Donc loin de l'idée générale de la gentille Athènes, mère de la démocratie qu'on a. C'était que quand même l'image d'Athéna évoluait vers une une image plus majestueuse au fur et à mesure que le temps passait. Et la cité était de plus en plus en paix aussi, mais bon, pas vraiment avec l'impérialisme comme j'ai dit.
Mais bon, c'était aussi de voir qu'à la fin du siècle, il y a eu une autre guerre, donc la guerre du Péloponnèse, entre moins 431 et moins 404, une espèce d'opposition entre le monde grec, et une grosse épidémie de peste à Athènes aussi, où les citoyens ont remis en question tous leurs dieux et se sont tournés vers d'autres. Et c'est là qu'on a une foule de représentations de Dionysos, le dieu du vin et de la fête, qui est apparu sur beaucoup de vases, volant le premier rôle à énormément de dieux et prenant même le rôle d'autres. Et donc ça c'était la fin du mémoire, montrer que en ouverture sur le 4e siècle avant notre ère, eh bien les représentations d'Athéna diminuaient au profit des représentations de Dionysos, notamment sur les vases italiotes, qui sont des colonies grecques en Italie. Et voilà. Quels ont été les obstacles ou les difficultés auxquelles tu as dû faire face, d'abord pour tes sujets, mais aussi dans la recherche de manière générale? Et je pense que ce sera le cas de beaucoup de gens, trouver des sources, toujours une galère. Moi, ça venait surtout des images. Donc, comme j'ai dit, il y avait l'ouvrage magique, le Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, j'ai encore du mal à le dire, qui répertoriait tout, au final. Mais après, il fallait aller trouver les images grâce aux codes musées, souvent. Et les codes musées, c'est très très bien pour les musées comme le Louvre ou le British Museum, qui sont très classe, très bien répertoriés. Mais quand il faut aller chercher des images sur les musées allemands, c'est une autre histoire, parce que c'est pas bien catalogué. Et donc, c'était une galère de trouver l'image. Il a fallu utiliser des technologies Google pour faire de la reconnaissance d'images et réussir à les trouver sur des sites. Mais c'était assez marrant à faire, mais bon, un peu saoulant quand même. Et une autre difficulté, c'était aussi de croiser les sources historiques qui disent pas toutes la même chose, et surtout les traductions de mythes qui, au fil du temps, sont pas les mêmes. Un mot peut être traduit d'une certaine façon et d'une autre et vouloir dire totalement l'inverse. Donc ouais, non, ça c'était pas facile. Donc du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les étudiants qui nous écoutent et peut-être des futurs chercheurs? Ça va être assez bateau, mais s'y prendre tôt et régulièrement. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui travaille très rapidement et efficacement dans l'urgence, mais c'est pas un exemple forcément à suivre et qui va à tout le monde. S'il y en a qui sont comme moi, prévoir 2 mois au moins pour écrire à la fin, si vraiment il faut, mais avoir fait toutes ces recherches avant et bien tout avoir. Et puis pour ceux qui sont plus dans le fait de travailler régulièrement, en soi, en s'y prenant, comme j'ai dit, assez tôt, en étant régulier dans la recherche, entre guillemets, ça se fait tout seul. Mais surtout, pas hésiter à demander de l'aide à ses directeurs, c'est très important. Poser toutes les questions qu'il faut, c'est entre guillemets leur boulot de répondre aux interrogations, mais c'est aussi une relation qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que si on n'envoie pas de mail parce qu'on a peur de poser une question ou autre, ils répondront pas, ils seront pas là. Mais après, ça va dépendre des directeurs aussi. Il y en a qui vont être plus ou moins là. Mais normalement, quand on pose des questions, on a les réponses qu'il faut en face, quoi. Et donc leur faire des comptes rendus réguliers, ça c'est très important, tous les mois, voire toutes les 2-3 semaines au besoin. Donc tu es actuellement en prépa de journalisme à Lille, en vue d'intégrer une école de journalisme, et tu écris notamment des articles scientifiques. Tu pourrais nous en dire plus sur cette décision de se tourner dans ce domaine? Oui, avant d'entrer en master, il y avait la volonté de poursuivre un doctorat comme beaucoup d'étudiants, mais à titre personnel, j'ai été freiné par un certain manque de sens à ce que je faisais. C'est pas que ça me plaisait pas, mais c'est que j'y trouvais tout simplement pas ce que je voulais. Et j'avais pas envie de faire un doctorat, donc qui est quand même au moins 4 ans d'études, souvent dans la recherche, pour un poste un peu incertain. Et je décourage personne, ceux qui veulent emprunter le chemin, vraiment allez-y à fond. Mais moi, c'était pas mon truc. Et je sais qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire journaliste scientifique, parce que j'aime beaucoup écrire et j'écris bien. Donc je me suis un peu tourné, souvent Sandrine Hubert me disait que mon écriture était trop journalistique, et donc l'idée a un peu mûri à Delft, et je me suis dit pourquoi pas tenter une école de journalisme. Et aujourd'hui je suis là-dedans et je suis vraiment heureux de ma formation. Je peux vraiment lâcher les vannes, on va dire, niveau écriture, et ça se passe très très bien. Et j'ai justement la volonté d'être journaliste de sciences, qui est un parcours spécifique à l'ESJ de Lille, pour ceux qui ont fait des licences ou des masters dans des disciplines scientifiques. Donc je vais combiner les deux mondes, donc j'oublie pas l'archéologie.
Donc archéologie et journalisme, écrire aussi sur l'espace, la biodiversité, la robotique, l'IA, donc toutes les problématiques d'aujourd'hui. Mais il y a besoin de journalistes experts pour décrypter toutes ces informations, ces rapports scientifiques. Et des gens qui ont fait des études scientifiques sont beaucoup plus à même de le faire que des profanes, entre guillemets. Et pour terminer, pourquoi avoir accepté de participer à ce podcast ? Et déjà, parce que je trouve ça important de raconter ce que j'ai fait. Donc si mon expérience et parcours un peu atypique, ça peut servir, je suis ravi d'avoir pu les partager. Et c'est aussi important de participer au projet du GAUL et d'aider à lancer une idée originale. Merci Timothée d'avoir participé et d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à nos auditeurs d'avoir écouté notre podcast. N'hésitez pas à nous faire vos retours via nos réseaux ou directement à notre bureau en E102. Pour en apprendre davantage, vous pouvez également consulter notre journal ActuGaul, disponible sur notre site. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition. À bientôt!